Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle table ronde chez OVH Cloud. On a aujourd'hui un très très beau panel encore. Je suis extrêmement bien entourée. On va commencer donc, on est accompagné aujourd'hui de Guillaume Rosier. Guillaume Rosier, le jeune data scientist de tout juste 25 ans qui a créé Covid Tracker et Vitmados. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de participer à cette table ronde. Bon. On est aussi avec Antoine Escudier qui lui a créé l'application VetApp qui sera bientôt lancée, qui va nous raconter tout ça. Bonjour Fanny, je suis aussi extrêmement ravi d'être là et puis merci pour l'invitation. Bon. On est aussi avec Adelina Matera de chez Shadow. Alors Shadow, on connaît depuis quelques années, mais tu vas nous expliquer comment c'est en train d'évoluer. Un autre service qui utilise aussi du cloud. Écoute, je te remercie de ton accueil et également, ça me fait très plaisir d'être avec vous, donc merci. Et puis Stéphane Topin, qui est le fondateur de l'école.com. Donc là, on est sur un site autour de l'éducation. Et pareil, tu vas nous raconter un petit peu ce que ça fait. Tout à fait. Merci Fanny pour l'accueil. Et puis ravi d'être parmi vous sur Vivatech. Bon. Alors, Guillaume, toi, du coup, tu as créé, au moment où le Covid a vraiment frappé, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas, que c'était compliqué d'avoir des infos, de la donnée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ton projet et puis pourquoi ? Oui, bien sûr. Donc, Covid Tracker, ça a commencé finalement très très tôt, début mars 2020, alors qu'à l'époque, on parlait très peu de l'épidémie. On a été confinés le 17 mars 2020 pour remettre en perspective. 2 jours avant, les bars et les restaurants étaient toujours ouverts. On s'en souvient, hein, quand Édouard Philippe a annoncé ça, c'était vraiment une onde de choc en France. Et puis le 9 mars, hein, donc encore 10 jours avant, l'Italie était confinée. Et quand l'Italie a été confinée, c'était vraiment, pour nous, on ne pensait pas qu'un jour, un pays européen serait confiné. Encore moins pour une épidémie. Et puis nous, en fait, le 5 mars, donc encore avant, encore 4 jours plus tôt, alors qu'on parlait très peu dans les médias de l'épidémie, on s'est dit, mais en fait, comment évolue l'épidémie en France ? Est-ce qu'elle évolue de la même manière qu'en Italie, qu'en Chine, etc. Et on s'est rendu compte que dans les médias, en fait, il y avait assez peu de traitement des données de l'épidémie, notamment des visualisations de données. Et donc là, on a commencé à rassembler des données. On les a prises notamment grâce à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Et on a commencé à faire des premières visualisations toutes simples du nombre de cas positifs de Covid en France, en Italie. Et là, en fait, l'évolution nous a choqués. Il y avait la fameuse exponentielle dont tout le monde parle aujourd'hui. Et donc, en fait, ce contraste avec l'ambiance générale très décontractée nous a vraiment interpellés. Et donc, on a partagé ça. J'ai partagé ça avec quelques amis. J'ai envoyé ces images-là à quelques amis, à de la famille. Et ces personnes-là ont commencé à être addictes. Elles voulaient une mise à jour chaque jour pour voir comment évoluait la situation. Et de fil en aiguille, en fait, j'en ai eu marre de télécharger les données, de rassembler ces données, de faire les graphiques. Et donc, j'ai décidé de faire un site internet et d'automatiser vraiment le processus de collecte des données, de traitement des données, de génération des visualisations de données, etc. Et donc, c'est devenu quelques semaines plus tard, Covid Tracker. Aujourd'hui, c'est 10 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est complètement stratosphérique. Ensuite, on a eu l'idée de créer d'autres outils autour de ça. Des dizaines de bénévoles ont rejoint le projet. Aujourd'hui, plus de 150 personnes ont participé au développement des différentes initiatives. On a créé d'autres outils comme Vaccin Tracker qui permet de suivre la campagne de vaccination, comme aujourd'hui Vitmados qui est donc un site internet et des applications mobiles qui permettent de trouver un rendez-vous de vaccination beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et donc d'optimiser la campagne de vaccination, puisqu'on avait fait le constat que c'était assez complexe de trouver un créneau de vaccination. On a plein de plateformes, Doctolib, on connaît bien Doctolib, mais en fait il y en a plein d'autres, il y en a 6 ou 7 autres. Il y a des numéros de téléphone qui répondent pas forcément, et donc on a eu l'idée d'agréger, on a fait des algorithmes pour agréger tous les rendez-vous qui étaient disponibles, pour les scruter, les analyser, les trouver, les agréger, et ensuite de faire un point d'entrée unique, un moteur de recherche pour trouver ces rendez-vous-là. Voilà, donc on a fait d'autres outils. Vitmados, il y a 2-3 semaines, c'était 20 millions de recherches par semaine, 3 millions d'utilisateurs par jour. Donc ça a complètement dépassé toutes nos espérances. Et on est heureux, moi je suis heureux de voir toute cette énergie, tous ces bénévoles. C'est un projet à but non lucratif, gratuit, sans pub, sans collecte de données. Donc je suis très heureux de voir vraiment cette envie de bien faire, cette énergie pour aider les Français à mieux lutter contre l'épidémie et en terminer plus rapidement en trouvant une dose de vaccin. Voilà, ouais. Et on sait qu'on est à plus d'un tiers de la population vaccinée maintenant et que ça a largement contribué. Donc et encore qu'on peut merci. Aujourd'hui participer à des salons comme Vivatech, et donc c'est génial de se retrouver.
Bon. Alors Antoine, toi, tu as un autre projet. On a vu la téléconsultation exploser ces dernières années, et en particulier, là, voir pareil un médecin à distance, c'était compliqué pendant le lockdown, le fait d'être enfermé chez soi. Et toi, finalement, tu t'es dit, il y a aussi plein de gens avec des animaux, hein, et donc tu as lancé VetApp. Tu es en train de finir de le lancer. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né le projet et pourquoi? Alors j'ai commencé VetApp en août 2019. Il faut savoir qu'à l'époque, la téléconsultation vétérinaire était interdite en France. Donc c'est grâce au Covid qu'elle a été autorisée en mai 2020 en fait. Donc il y a un décret à titre expérimental qui est passé à cette époque-là. Pourquoi j'ai lancé VetApp? Parce que je suis cavalier depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc j'ai une bonne connaissance de la santé animale, je connais pas mal de vétérinaires. Voilà, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes au niveau du suivi de la santé animale en France. Donc on a pas mal d'animaux qui ne sont pas suivis en France. On a 50% des chats qui ne sont pas suivis par un vétérinaire. On a des vétérinaires qui se déplacent énormément sur tout le territoire français, notamment pour les spécialistes. Et de l'autre côté, on a des cliniques vétérinaires qui ne sont pas toujours rentables ou qui ont un vrai manque de rentabilité. Alors on ne le voit pas parce que généralement les actes sont entre 50 ou 100 euros, 120 euros par consultation. Mais au final, derrière, la rentabilité est très moindre. Donc aujourd'hui, nous, on a créé cette plateforme de téléconsultation qui sert à mettre en relation les propriétaires d'animaux avec leurs vétérinaires, puisqu'aujourd'hui, la législation ne permet uniquement que de téléconsulter son vétérinaire traitant ou un vétérinaire qui a vu l'animal dans les 12 mois précédant la téléconsultation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui va être amené à être ouvert, je pense, dans les mois, voire les années à venir. Comme on l'a vu en téléconsultation humaine au final. Oui, puisque maintenant on peut consulter à peu près n'importe quel médecin en cas d'urgence en tout cas, et pas son médecin traitant. Ouais. Vous allez sur Doctolib, il y a encore 2 ans, vous étiez obligé de voir votre médecin traitant en téléconsultation. Maintenant, vous pouvez faire ce qu'on appelle les primo-téléconsultations, donc téléconsulter n'importe quel médecin au final, partout en France, dans n'importe quel domaine d'activité. Donc je pense que ça va aussi évoluer comme ça, puisqu'au final, dans les pays nordiques, on se rend compte que la primo-téléconsultation est autorisée, et ce qui amène un marché assez conséquent en France, et ce qui nous permettrait d'augmenter le suivi de l'animal, à la fois des animaux qui sont déjà traités par des vétérinaires, et à la fois pour des animaux qui ne sont pas traités, et dont des personnes ne peuvent pas se déplacer tout simplement en clinique vétérinaire. D'accord. Écoute, merci pour ce beau projet. Alors, on va arriver sur le jeu vidéo. C'est encore un autre domaine. Shadow, ça date de quand, Shadow, déjà, maintenant? Plus de 5 ans déjà. Ouais, ça passe très très vite. Et ça a complètement révolutionné le jeu vidéo, puisque c'est du jeu vidéo, c'est du computing en ligne. On n'a pas son ordinateur chez soi, il est dans le cloud. Est-ce que tu peux nous raconter justement du coup le projet, comment il est né et comment ça fonctionne? Donc oui, Shadow, c'est un PC dédié aux gamers qui est dans le cloud. Donc ça veut dire que c'est un PC Windows 10 complet. Donc on peut faire absolument tout ce qu'on ferait avec un ordinateur classique. Donc ça peut être n'importe quel logiciel, mais aussi n'importe quel jeu. La raison pour laquelle on s'est adressé aux gamers, c'est parce que déjà, nous, à la base, on est des gamers, on aime beaucoup les jeux vidéo. Et puis aussi parce qu'on s'est dit que si on arrivait à convaincre les gamers, on arriverait à convaincre tout le monde. Parce que les gamers sont assez exigeants, ils ont envie d'avoir une bonne machine. Et du coup, on s'est dit que ce seraient les meilleurs critiques. Donc l'idée de Shadow, elle est venue du fait que on s'est dit qu'en fait, il y avait donc ces grosses machines, cette puissance. Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte d'y accéder depuis n'importe où sur n'importe quel appareil, n'importe quel écran? N'importe quel appareil, en fait. C'est que ce soit un smartphone, une tablette, un très vieil ordinateur. À partir du moment où il y a une connexion Internet, on peut avoir accès à l'interface du gros ordinateur qu'il y a derrière. Voilà, donc grâce au cloud et Internet, il suffit de télécharger l'application et ensuite, en fait, on peut lancer Shadow, donc lancer son ordinateur, accéder à ses données et accéder du coup à son jeu ou son logiciel ou quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, donc et ça marche très bien. On a vu, c'est comment ça va évoluer dans les prochaines années et comment on va pouvoir agrandir l'offre. Ça, c'est le prochain challenge. Et puis donc Stéphane, toi, c'est l'école.com, donc c'est un service d'éducation en ligne. Pareil, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire et qu'est-ce que ça change par rapport à tout ce qui existait déjà un petit peu ça évolue encore aussi l'éducation et on attend beaucoup. Tout à fait. Nous aussi, un phénomène Covid et crise sanitaire. Donc l'école.com, c'est une société qu'on a créée très récemment puisqu'elle est créée depuis décembre 2020. On a commencé à travailler avec mon associé sur le projet lors du premier confinement puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins en termes de formation. On a vu que les organismes de formation, les établissements d'éducation ont tous basculé vers le distanciel, comme on dit.
mais néanmoins que les processus pédagogiques ne sont pas adaptés forcément. On ne fait pas la même chose à distance comme on peut le faire en présentiel. Et il faut repenser un petit peu tout le processus de formation, tout le processus pédagogique et trouver quelque chose qui s'articule entre le mode e-learning ou MOOC que l'on connaît depuis pas mal de temps, qui est très individualisé, et puis on se rend compte qu'il y a un faible taux de complétude, comme on dit, des personnes qui vont jusqu'au bout, qui s'inscrivent à un projet de formation, mais il y en a très peu qui vont jusqu'au bout. Je crois que c'est moins de 10% des personnes qui s'inscrivent à un MOOC qui vont jusqu'au bout, jusqu'à l'attestation de réalisation intégrale, donc c'est très faible. Et puis parallèlement, la formation en ligne, ça ne doit pas être non plus lancer sa visio et puis dérouler son cours comme on peut le faire quand on est en salle. Donc voilà, il faut trouver de nouvelles articulations. Et donc nous, ce que l'on propose sur l'école.com, c'est une plateforme pour simplifier l'accès à la formation pour tous, tout au long de la vie et sur tous les territoires. Et notre spécificité, notre élément différenciant, notre secret sauce, comme on dit, c'est la formation collaborative. C'est comment arriver à créer les conditions pour que le groupe apprenant puisse travailler ensemble, non seulement pendant la session de formation, qu'elle soit en présentiel ou à distance d'ailleurs, mais avant la session de formation, quels sont leurs objectifs, pourquoi ils se sont inscrits à cette formation, qu'est-ce qu'ils veulent en ressortir, qu'il puisse y avoir un échange entre le formateur et les apprenants. Le formateur peut commencer à délivrer un certain nombre de ses contenus en amont de la formation. La formation a lieu, encore une fois en présentiel ou à distance, en mode hybride aussi, en associant à la fois de la formation synchrone, mais aussi de la formation asynchrone. Et puis, le groupe apprenant peut continuer à partager, à échanger, à discuter entre eux pour s'entraider, partager ses réussites, partager ses difficultés, à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris en formation. Donc, l'école.com, on est au tout début de l'histoire. Et on a la possibilité donc d'accueillir des formations sur la plateforme généraliste l'école.com. On a des plateformes thématiques et on commence à proposer aussi aux entreprises, aux organisations qu'on appelle maintenant entreprises apprenantes ou organisations apprenantes, une solution en mode SaaS et en marque blanche qui permet en fait de numériser et d'apporter tout ce service à des entreprises qui ont soit des formations à proposer à leurs clients ou leurs partenaires, soit qui souhaitent proposer des formations pour leurs collaborateurs en interne, ce qu'on appelle le plan de formation, le plan de développement des compétences. Donc voilà où on en est. D'accord. Donc vous avez tous des projets très intéressants, très différents, mais en tout cas qui rendent service aux gens. Et ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont sur du cloud, et c'est du cloud chez OVH. Donc c'est là où on est ravis de vous avoir parmi nous aussi, et de montrer qu'on arrive à faire des grandes choses. Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez chacun, c'est qu'est-ce que le cloud a changé et est-ce que c'est ça qui vous a permis aussi de créer vos projets. C'est par exemple dans le gaming. Avant, donc on avait cette console physique chez soi où on jouait sur son téléphone personnel. Donc on installait en local, ou sur les Game Boy et tout, c'était des petites cartouches. Qu'est-ce que le cloud a apporté à tout ça dans le gaming justement? C'est quoi la différence et qu'est-ce qu'on ne voit pas justement qui fait qu'on peut le faire maintenant? Donc déjà, nous, le cloud, clairement, c'est vraiment à la base de notre projet parce que sans un cloud, Shadow n'existerait pas. C'est ce qui nous permet à tous d'accéder en fait à cette machine puissante et de jouer. Donc ça permet donc déjà à Shadow d'exister, tout simplement. Ensuite, ça permet de nouveaux usages. Par exemple, ça permet de transformer n'importe quel appareil en une machine pour jouer ou pour faire n'importe quelle autre tâche qu'on ferait sur un PC Windows 10. Ça permet aussi, par exemple, quand on parlait du gaming, de créer, on va dire, une LAN party impromptue. Donc une LAN party, c'est quand on se regroupe pour jouer tous ensemble. On va dire, j'invite des gens chez moi, j'ai mon PC fixe, je donne mon ordinateur portable à quelqu'un d'autre, et puis une autre personne prend ma tablette, et puis hop, c'est parti. On se fait une partie ensemble. Donc vraiment, ça permet de multiplier les usages et de réfléchir à de nouvelles façons en fait de jouer. Ça permet aussi, on va dire, pour certaines personnes qui n'auraient pas une connexion extraordinaire, de profiter aussi de la connexion qu'il y a dans les data centers. Si ma connexion elle est suffisante pour lancer Shadow, je peux ensuite profiter de la Black Fiber qui est dans les data centers pour télécharger très rapidement mon jeu ou faire d'autres choses. Donc la Black Fiber, c'est la fibre noire, la fameuse fibre noire, qui est une fibre dédiée où on peut vraiment passer beaucoup de data parce qu'il n'y a pas d'autres personnes en fait dessus. Elle est vraiment réservée au réseau
à ce réseau-là. Quand tu dis LAN party, donc c'est vraiment quand on est à un endroit, à un même endroit tous ensemble et on utilise différents produits. Oui. Mais est-ce qu'on peut jouer aussi en ligne? Moi, je suis chez moi, une autre personne et je sais pas à San Francisco ou 2 villes plus loin. On peut aussi faire des parties comme ça quand on joue sur Shadow. Oui, bien sûr, on peut jouer en ligne ensemble. Après, ça a d'autres avantages aussi. On va dire, par exemple, je commence, on va dire quelque chose qui peut nous arriver à tous. Je travaille en télétravail chez moi. Je lance Shadow et puis j'ai une machine fixe, on va dire, donc je travaille. Et puis là, j'éteins mon Shadow, j'arrive, ou même je l'éteins pas, j'arrive à mon travail 20 minutes plus tard, je relance ma session et je la reprends exactement là où elle était. Donc ça permet aussi ça permet aussi quand on part en vacances, par exemple, de relancer sa session et de retrouver en fait tout son ordinateur comme on l'a laissé chez soi, sans avoir à s'encombrer en fait de cette grosse machine qui n'était pas transportable. Parce que les grosses tours de gamers, c'est quand même souvent c'est des blocs, ça fait presque 1 mètre de haut des fois, avec du water cooling, c'est pas anodin et ça coûte très très cher. Et là, l'avantage aussi, c'est de pas avoir acheté cette grosse machine, c'est que n'importe quelle petite machine, en fait, va bénéficier de la puissance des serveurs à distance. Et donc, on peut partir en toute mobilité. C'est-à-dire qu'on part en vacances avec un petit ordinateur portable, même avec très peu de fonctions. À partir du moment où il est connecté à Internet avec un débit suffisant, on va ravoir la puissance de ce gros PC. Voilà, à partir du moment où ça peut supporter Shadow, il y a les spécificités sur notre site d'ailleurs si quelqu'un est curieux, mais il y a vraiment beaucoup d'appareils compatibles, c'est bon. Et puis ça permet aussi de ne plus avoir à mettre à jour ses composants ou ne plus avoir à se soucier des pannes matérielles. S'il y a un problème avec une carte graphique, la personne va être automatiquement changée de carte graphique. Et puis c'est pas comme d'autres services où les composants vont être partagés. Là, c'est vraiment chaque personne a sa carte graphique, etc. et peut profiter de la pleine puissance de la machine. Bon. Donc ça, c'est quand même une belle révolution. Et maintenant, il faut que ça se démocratise et que beaucoup plus de gens y aient accès. Alors, toi, Antoine, justement, ton service sans le cloud, est-ce qu'il aurait pu exister? Alors, sans le cloud, ça aurait été assez compliqué parce que... en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première chose, c'est au niveau des propriétaires animaux. En fait, les données de santé animale étaient gardées, entre guillemets, par leur vétérinaire. Donc, en fait, les propriétaires d'animaux n'avaient pas accès à ces données de santé-là, donc tous les antécédents de santé, etc. etc. Nous, aujourd'hui, sur VetApp, on a été capable de mettre en place un carnet de santé digital qui va permettre une coopération entre à la fois le vétérinaire et à la fois le propriétaire de l'animal pour vraiment fusionner les données du propriétaire et du vétérinaire et d'avoir un carnet de santé vraiment optimal et améliorer la traçabilité des antécédents de santé de l'animal. Mais en fait, je vais même aller plus loin que ça. Ça nous sert à tout le monde tous les jours. Au final, là, on a été beaucoup en télétravail ces derniers temps pour faire du travail collaboratif. Typiquement, plusieurs personnes d'une équipe vont travailler sur un même PowerPoint, vont travailler sur un même Excel, vont travailler sur un même Word. Au final, on peut tous apporter notre pierre à l'édifice et compléter au fur et à mesure les différents travaux les uns des autres. Et c'est quand même très efficace et beaucoup plus simple qu'avant où on devait s'envoyer le PPT, le changer, le modifier, etc. Et donc ça a accéléré la collaboration puisqu'on travaillait sur des mêmes documents en temps réel et les modifier tous ensemble et ça se voit. Exactement. Nous aujourd'hui, on est 5 dans l'équipe donc c'est encore très, très faible mais ça le mérite d'exister. On est 5 et on travaille uniquement en télétravail. Donc il y en a à Marseille, il y en a à Paris, il y en a à Caen. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. La collaboration est beaucoup plus fluide et facile. Et au final, les collaborateurs sont capables de rendre des choses beaucoup plus intéressantes et concrètes en un moins de temps. Alors justement, l'école.com, c'est pareil. Avant, on avait les manuels, on avait des petits logiciels, l'encyclopédie sur son ordinateur, mais c'était en local, on n'avait pas d'échange. Là, maintenant, avec le cloud, ça permet d'échanger beaucoup plus le savoir et de donner le savoir à l'accès à tous, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, la connaissance est accessible de partout. Ça, c'est pas nouveau. C'est Internet qui permet effectivement d'avoir accès à la connaissance. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à utiliser cette capacité qu'offre le cloud pour vraiment travailler ensemble, ce que tu disais tout de suite, et donc pour apprendre ensemble en ce qui nous concerne, et effectivement que les communautés apprenantes, que les groupes apprenants puissent collaborer dans leur processus de formation et d'apprentissage. On peut apprendre tout seul, mais c'est quand même beaucoup plus riche et intéressant d'apprendre en groupe et de travailler sur des exercices de mise en œuvre, de tests, d'évaluation, etc.,
en collectif. On sait bien que la formation en groupe est beaucoup plus efficace et quand on doit retransmettre à quelqu'un un savoir, une connaissance, eh bien, ça nous fait encore acquérir cette connaissance et vraiment l'assimiler. Un autre élément aussi, ce qu'offre le cloud et que permet le cloud par rapport à un projet comme l'école.com, c'est toute l'interopérabilité avec des services connexes. Donc, on a notre propre solution qui bien sûr est hébergée sur le cloud, mais ce qu'on souhaite, c'est aussi pouvoir s'interfacer, se connecter avec tout un tas d'outils propres au EdTech, comme on dit, hein, les technologies au service de l'éducation et de la formation. Donc nous, on est membre d'EdTech France, l'école.com, et on souhaite pouvoir proposer aux formateurs qui ont un compte sur l'école.com d'autres outils, comme un LMS, un outil de gestion de contenu de formation spécifique qu'ils utilisent, comme un outil de suivi, par exemple des présences ou d'évaluation de la formation, puisque c'est des choses qui sont obligatoires dans le cadre du financement de la formation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est assez réglementé, assez structuré. Et donc, plutôt que de tout faire nous-mêmes, l'objectif, c'est vraiment de se connecter avec d'autres outils. Et ça, effectivement, via le cloud, on a la possibilité de gérer ces interfaces avec des API, etc., qui nous permettent après de simplifier en fait le parcours de formation et comme on le dit, hein, l'objectif c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer l'expérience apprenante. Et donc tout ça, effectivement, ça fait beaucoup d'éléments qui sont permis par le cloud. Et puis bien sûr, tout ce qui est, on va y venir, je pense, tout ce qui est lié à la donnée. Là aussi, hein, la formation, le parcours utilisateur, l'apport en connaissances, tout ça, ça génère beaucoup de données et il faut pouvoir la stocker, la structurer dans la masse d'informations liées au Covid. Tu sais très bien de quoi on parle. Et il va falloir effectivement valoriser cette donnée, l'exploiter au mieux pour enrichir encore une fois l'expérience utilisateur et leur proposer des formations qui sont liées à leurs problématiques, à leurs besoins, à là où ils en sont dans leur parcours de formation. Et tout ça, encore une fois, c'est le cloud qui le permet, quoi. Alors justement, Guillaume, le cloud, ça t'a permis, d'aller récupérer de la donnée un peu partout et justement de la structurer, de l'analyser. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe derrière et tous les avantages que ça a eu et comment vous les avez utilisés justement et peut-être avec quels outils d'ailleurs? Oui, alors pour moi, le cloud, c'est trois grands piliers, du stockage et du stockage massif en grand volume. C'est la puissance de calcul. Et tout ça avec une grande flexibilité, avec une grande facilité, avec une grande agilité. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ces trois éléments qu'on a pu créer ces différentes plateformes ces derniers mois, avec des moyens très limités, des moyens humains et financiers très limités. Et c'est la puissance du cloud qui nous a aussi permis de faire ça relativement facilement. Alors évidemment, nos différentes plateformes, Covid Tracker, Vitmados, les sites internet, les applications ne pourraient pas exister sans le cloud. Il y a des millions de visites chaque jour. On ne pourrait pas absorber la charge d'utilisateur sans le cloud. Donc évidemment qu'on n'aurait pas pu exister sans cloud. Mais il faut aussi voir qu'on a besoin des puissances de calcul et de stockage très importantes. Par exemple, Vitmados va agréger les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles sur Doctolib, sur Keldoc, sur Maya, sur tous les acteurs du marché, toutes les plateformes de réservation. Et pour ça, on a besoin d'une lourde infrastructure qui va faire des dizaines de milliers de requêtes en permanence, toutes les 2-3 minutes, qui va interroger chaque centre de vaccination à chaque horaire sur chaque plateforme pour essayer de voir si le créneau de vaccination est disponible ou pas. Alors, vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire ça avec notre ordinateur personnel chez nous. Niveau puissance, c'est pas possible. Et donc ça, on peut le faire avec une facilité, avec seulement quelques bénévoles qui ont quelques connaissances et quelques euros, avec des moyens assez bas. On peut le faire grâce au cloud. On peut paralléliser ça. On peut avoir accès à des puissances très importantes. On peut avoir accès à du réseau avec une grande bande passante. Et c'est ça qui nous permet aussi d'aller chercher toutes ces données-là. Évidemment, le cloud est aussi utilisé par tous nos partenaires. Aujourd'hui, si on a pu faire Covid Tracker, c'est parce que les différentes administrations collectent des données de santé. Donc, ils collectent par exemple le nombre de cas positifs, le nombre de personnes hospitalisées, décédées, etc. Et ensuite, ils le mettent à la disposition des citoyens en open data. Donc, ils ouvrent leurs données sur Internet. Il faut voir que la collecte des données dépend directement du cloud. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut collecter massivement. Il faut voir que chaque jour, on a parfois 1 million de tests qui sont réalisés, de tests Covid en France. Donc, c'est des données absolument massives
Et on est obligé d'avoir un cloud pour collecter ces données-là. Ensuite, on est obligé d'avoir un cloud pour pour publier ces données, les mettre à disposition des citoyens. Donc voilà, en fait, sans le cloud, nos partenaires, entre guillemets nos partenaires, hein, c'est-à-dire les organisations desquelles nous dépendons, n'auraient pas pu faire leur travail non plus. Donc je pense que voilà, c'est vraiment les 3 piliers très importants du cloud, la grande capacité de stockage, du calcul en puissance, et tout ça avec finalement avec une facilité déconcertante. Ouais, c'est des fois on râle parce qu'on voit un petit bug, ça marche pas et tout, mais des fois on oublie la complexité, tout ce qu'il y a derrière. Hein, c'est assez impressionnant et tout ce qu'on peut traiter en temps réel grâce à ça. On va revenir à un dernier point qui me paraît assez important aussi, c'est qu'on parle beaucoup de data dans tous les cas. Hein, vous collectez tous de la data, vous avez tous des informations qui circulent. Et c'est la souveraineté de ces données, qu'est-ce qu'on en fait quelle est cette importance, qu'est-ce qu'il faut en faire. J'aimerais bien avoir votre avis justement par rapport à ces datas. Toi Antoine, justement, tu disais ça fait pas longtemps qu'on a le droit maintenant d'utiliser les services, donc de faire de la téléconsultation pour les animaux. Mais justement, ces données, il y a des législations qui se posent dessus comme sur l'humain ou voilà, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire de ces données? Alors, pour l'instant, sachant que l'animal a un statut très particulier dans la législation française, il n'est pas considéré comme un meuble, il n'est pas considéré comme un être humain, les données de santé animale ne sont pas autant protégées que les données de santé humaine. Donc, pour l'instant, c'est assez libre. Voilà, assez libre, assez flexible là-dessus. À terme, je pense qu'on va beaucoup se rapprocher des données de santé humaine, donc il va falloir les protéger encore plus, comme c'est déjà le cas. Typiquement, OVH Cloud propose des services pour héberger des données de santé humaines. Donc nous, on va être amené potentiellement à utiliser ce genre de service prochainement. Mais et toi, justement, par rapport à ton application, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire de ces données? Tu veux les héberger comment, justement? Tu voudrais que ça évolue comment? Alors moi, j'aimerais que ça évolue vers de la protection optimale, même si on n'est pas vraiment en santé humaine, encore une fois. Nous, aujourd'hui, on les stocke. On les utilise en interne pour développer des intelligences artificielles qui vont permettre de diagnostiquer un maximum de pathologies à travers des radiographies, des examens sanguins, etc. Mais pour l'instant, et on ne sera jamais amené à les commercialiser, parce que je pense que les données de santé animale restent la propriété des propriétaires, et comme les données des utilisateurs, je pense que c'est vraiment important que ça reste en interne et que ça soit vraiment un maximum sécurisé. Pareil dans le gaming. C'est le jeu vidéo, c'est pas des données de santé. Qu'est-ce que justement vous en faites? Est-ce que et justement pourquoi vous travaillez justement avec OVH Cloud? Est-ce que vous avez besoin justement que ce soit sur du serveur français et qu'est-ce que vous en faites de toutes ces données? Alors nous, les données des utilisateurs, on les utilise pas, enfin on les vend pas ou quoi que ce soit, bien évidemment. Donc ça a toujours été très important pour nous de rassurer nos utilisateurs sur le fait que non, on ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc c'est vraiment leur zone privée. Bien sûr, on voit l'utilisation du GPU par exemple ou des trucs comme ça. Mais voilà, on regarde pas ce qu'ils sont en train de faire et leurs données leur appartiennent. Ensuite, pour ce qui est d'OVH, pour nous, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, comme on a un partenaire avec OVH, on sait que les données de nos utilisateurs vont être régies aux lois européennes, parce que c'est sur le sol européen. Donc c'est vraiment rassurant pour nous et pour nos utilisateurs. Donc pour nous, c'est vraiment une plus-value. Et voilà, pour vous, c'est important que ce soit pas réexploité ou que ce soit pas visible et que ça reste hors des zones de comment dire, qu'on puisse pas les récupérer par des demandes de pays ou autres. Voilà. Ok. Toi, justement, dans le domaine de l'éducation, est-ce que c'est sensible la donnée? Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a un vrai enjeu. Alors nous, on est plus sur la formation professionnelle, mais si on prend l'éducation au sens large, et c'est un sujet d'actualité en ce moment au niveau de l'éducation nationale, hein, puisque, encore une fois, la crise aidant, on a utilisé tout un tas d'outils et de plateformes qui ne sont pas forcément européennes pour faire de la visio, pour stocker et héberger un certain nombre de documents qu'on connaît tous. Hein, on ne va pas les citer, mais on les connaît tous. Et effectivement, ça pose des vraies questions d'enjeux de données privées
et notamment dans le domaine de la recherche. C'est un point crucial et stratégique. Par rapport à cette question sur la donnée, effectivement, nous aussi, c'est un enjeu stratégique. On souhaite pouvoir la valoriser au mieux, l'exploiter au mieux pour enrichir encore une fois l'expérience utilisateur, mais aussi on souhaite être dans une logique de développement de la culture de l'information et de la formation autour de la donnée, et que chacun prenne conscience que sa donnée a une valeur et quelle est sa propriété quelque part, et qu'il a le droit de la laisser contre un service, mais en tout cas, il faut qu'il en soit conscient. Et là, je pense qu'il y a encore besoin de développer beaucoup cette notion de culture de la donnée, de formation autour de la donnée, pour que tout à chacun, chaque utilisateur, si on lui offre un produit, un service, une solution en ligne, qu'il considère être gratuit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont censées être gratuites sur Internet, et bien en fait, en contrepartie, il donne quelque chose qui a une valeur, pas financière. Il n'achète pas forcément le service ou le produit contre des euros, mais contre sa donnée. Donc sa donnée, elle a bien une valeur au regard de celui qui l'exploite, quoi, pour faire de la publicité, soit à d'autres fins. Mais en tout cas, c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un tas de services sur Internet qui sont basés sur l'exploitation de cette donnée. Et donc, effectivement, il faut être conscient de l'importance de la souveraineté au niveau national, mais il faut aussi prendre conscience de la valeur de la donnée à titre individuel. C'est son identité numérique qu'il y a derrière. Et donc, effectivement, comment on maîtrise son identité numérique, qui on est sur Internet, comment on peut trouver de l'information personnelle sur Internet. Et tout ça, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de culture de la donnée et de formation autour de la donnée. Donc, le champ des possibles est incroyable. Alors, on va finir avec toi, Guillaume, parce que de la donnée, du coup, je crois que c'est toi qui en traites le plus en ce moment, et pas n'importe laquelle, puisque c'est de la donnée de santé. Il y a des lois très strictes là-dessus en France, mais justement, comment tu as pu mettre ça en place dans un cadre associatif, de traiter ces données, de respecter la loi et de faire que tout se passe bien et que tout le monde soit content aussi? Alors moi, je suis très attaché au respect de la vie privée. Je suis passionné par le traitement des données, mais je suis aussi extrêmement attaché au respect de la vie privée, et c'est pas du tout paradoxal. Je considère que ça devrait être un droit humain numérique, le respect de la vie privée. C'est pour ça qu'une des meilleures protections, c'est la non-collection de la donnée. Et donc c'est pour ça que sur VitMaDose, Covid Tracker, on collecte pas de données, uniquement des données pour faire des statistiques en termes d'utilisation, mais on collecte pas, par exemple, le nom, prénom des utilisateurs. Mais à des moments, si on veut faire certains services, c'est sûr qu'on est obligé de collecter certaines données. Si on veut faire un service de santé, par exemple, pour trouver des formes de cancer sur de l'imagerie médicale, au bout d'un moment, on est obligé de collecter ces imageries médicales, on est obligé de collecter des données labellisées sur la présence ou pas d'un cancer. Si on veut faire un service comme le vôtre, par exemple, on est obligé de collecter des données sur les animaux, sur les vétérinaires, des données qui sont confidentielles, qui sont privées. Et donc le deuxième pilier, c'est la souveraineté. La souveraineté nationale, je pense que c'est très important que ces données-là, qu'on est obligé de collecter, soient protégées, donc avec un cadre très strict, et c'est le cas en France avec la CNIL qui contrôle énormément, et que ces données soient stockées en France et dépendent des lois françaises et des lois européennes. Je pense que c'est vraiment une garantie qui nous permettra demain d'innover en toute confiance, d'innover sans barrière, puisqu'on sait que ces données-là, elles seront protégées par des lois qu'on maîtrise en France ou en Europe. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi OVH pour faire tourner le cloud d'OVH, pour faire tourner nos différentes applications. C'est parce qu'on avait envie de faire travailler l'écosystème français, et on avait aussi envie d'avoir confiance dans nos stockages, de savoir que voilà, ça dépendait de lois françaises et européennes qu'on maîtrise. Et donc la souveraineté des données numériques est un sujet qui me tient à cœur, et je pense que demain, c'est la seule condition qui nous permettra demain d'innover en France, en Europe, en toute confiance, car on saura que nos données sont bien stockées et en France. Pour revenir sur les données santé, les open data publiées donc notamment par Santé publique France, par le ministère de la Santé, etc., sont des données agrégées, des données anonymisées, de manière à ne pas pouvoir réidentifier des patients ou des citoyens, donc de manière à ne pas pouvoir retrouver ces personnes-là. C'est pour ça qu'on n'a pas, des fois on aimerait avoir des données plus précises, plus détaillées, mais je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas les avoir. Par exemple, on ne peut pas savoir combien on a de cas positifs au Covid très précisément, dans quelle rue, dans telle rue ou dans tel quartier. Ces données sont agrégées,
à l'échelle au minimum d'un quartier ou de la commune si le quartier est trop petit, de manière à ne pas pouvoir réidentifier les patients en utilisant d'autres jeux de données annexes et en les croisant, ce qui pourrait permettre de retrouver éventuellement certaines identités. Et donc voilà, c'est pour ça que ces données-là peuvent être publiées et peuvent être traitées par nous en l'occurrence, donc une association lambda entre guillemets, sans règles spécifiques. Et c'est parce que ce ne sont pas, c'est pas considéré comme des données de santé grâce à leur caractère anonyme et agrégé. Et donc évidemment, la CNIL veille de façon très stricte à l'application des règles et j'en suis extrêmement heureux. Je pense que c'est extrêmement important. Bon bah écoutez, merci à tous pour cette très intéressante table ronde. Le temps passe très vite, mais donc Stéphane Topin de l'école.com, si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à le contacter. Merci Fanny. Et puis Adélina donc de Shadow, merci encore aussi à toi. Je te repasse le micro. Merci à toi et merci à tout le monde. Et donc le jeu en ligne, c'est pas que se taper dessus. Il y a plein de choses à faire sympas. Il y a plein de jeux incroyables et on peut s'éduquer avec plein de jeux vidéo. D'ailleurs, un jour, j'écrirai un livre là-dessus sur comment faire réussir l'éducation à son enfant grâce aux jeux vidéo, parce que je l'ai testé et je sais que ça marche maintenant. Antoine Escudier, donc VTAP, soigner ses animaux en ligne à distance. En tout cas, ça va bientôt être possible et on sait combien d'animaux en France actuellement, d'animaux domestiques. En France, il y a plus ou moins 60 millions d'animaux de compagnie. Donc presque autant que d'humains. Ouais, voilà. Exactement. On compte qu'un ménage sur deux a au moins un animal de compagnie chez lui. Donc ça peut vraiment être utile et on sait que les Français aiment leurs animaux. Merci Fanny et merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toi. Et puis donc Guillaume Rosier, Covid Tracker, Vite ma dose, tout ce qui nous a permis peut-être de sortir vraiment encore plus vite de cette crise du Covid qui, on l'espère, touche à sa fin. Merci beaucoup. Je croise les doigts aussi. On n'a pas de bois, mais je vais toucher du bois. J'espère qu'on en sortira très vite et qu'on pourra surtout créer des services dans d'autres domaines après, dans des domaines qui seront un peu plus positifs, je l'espère. Peut-être justement, oui, au niveau du cancer, etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses autour de la data qui sont en train de se développer. On va retrouver bientôt des nouvelles startups comme Résilience de Céline Lazorde qui sont en train de se développer sur l'analyse d'images et vraiment résoudre certains problèmes. C'est vrai, ça la force du cloud et on est vraiment ravis de pouvoir le partager avec vous. Et encore merci à tous beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.